Cette semaine, on va bien rigoler car il y a des actualités qui sont carrément folles. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine, actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo. Et on va bien rigoler parce qu'il y a eu des dingueries qui se sont passées cette semaine. Comme d'habitude, je vous incite à vous intéresser à toutes les actualités. L'objectif est d'en débattre, qu'on discute de ce qui s'est passé les précédentes semaines. Je réponds le plus possible et en plus de ça, j'ai envie que vous vous intéressiez à toute l'actualité. Mais je mets quand même dans le commentaire épinglé et la description la liste des actus. Avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est un service utile que j'utilise tous les jours et c'est aussi le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous mettrai déjà dans la description et le commentaire épinglé des sites internet qui vous permettent de savoir dans quel pays se trouve le film que vous voulez regarder et ensuite vous changez de pays. Que ce soit le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique, la Suisse, peu importe, vous changez de pays pour souvent avoir la VSTFR et même la VF pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà Emilia Pérez, par exemple, mais aussi Here, qui est sorti récemment. Sur Disney+, vous avez déjà Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2, Alien Romulus et même A Real Pain, que je vous conseille quand même d'attendre en sortie salle en France. Sur Paramount, qu'il faut utiliser depuis l'application Paramount, mais si vous avez un abonnement Canal, vous vous connectez juste à votre compte Canal sur Paramount. Vous avez déjà Gladiator 2, par exemple. Et sur Max, même chose, il faut se connecter sur Max avec votre compte MyCanal. C'est la fête, vous avez Joker 2, vous avez Juré numéro 2, Beetlejuice 2, vous avez Trap, L'amour au présent ou même encore A Different Man qui n'a d'ailleurs toujours pas de date de sortie française. Mais vous le savez, pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, YouTube Premium c'est génial, ça vient avec énormément d'avantages qui sont trop bien que vous connaissez. Et bien avec un VPN, vous pouvez l'avoir pour moins cher. C'est plus simple dans l'Union Européenne, dans des pays comme la Roumanie ou la Bulgarie où les abonnements sont moins chers. Et oui, ça marche encore aujourd'hui, il y a plein de tutos qui vous permettent de le faire assez aisément et ça marche sur plein d'autres abonnements comme par exemple Letterboxd, vous pouvez avoir Patron pour moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit le Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer avec les nominations au César. Je vous mets un lien si vous voulez voir la liste intégrale des nominations parce que je vais pas y aller un par un sur toutes les catégories parce que malheureusement j'ai pas vu tous les films. Pas tous m'ont intéressé cette année et je les ai un peu évités, mais la liste est disponible. Juste pour vous dire quelques trucs quand même, il y a le Comte de Monte Cristo qui est en tête avec donc 14 nominations et pour moi le Comte de Monte Cristo en tête des Césars c'est un peu l'équivalent de Black Panther qui était nommé à l'époque, vous savez, en catégorie meilleur film aux Oscars. Je dis pas que c'est un mauvais film, hein, mais c'est l'équivalent du MCU qui est nommé. Alors oui, je peux comprendre qu'on mette en avant des blockbusters en France, c'est pour ça aussi que L'amour ouf est beaucoup nommé, mais bon, pour la catégorie meilleur film, c'est vrai qu'on n'a pas une année en termes de cinéma français incroyable, et elle a été surtout dominée par des blockbusters qui moi m'ont personnellement déçu, donc je comprends pas pourquoi cette catégorie meilleur film, je pense pas que ça fait partie des meilleurs films de l'année, après chacun son avis bien sûr, de même pour Monsieur Aznavour qui a que 4 nominations pour le coup, je dis pas que c'est un bon film non plus, moi je l'ai trouvé assez décevant aussi, mais je pense qu'il s'attendait à beaucoup plus pour le coup pour ce genre de film, qui n'a pas non plus été un énorme succès au box-office. Je pense limite même que Emilia Pérez a plus sa place au César qu'aux Oscars, parce qu'en vrai pour un film français, Emilia Pérez c'est pas mal, voilà, c'est au même niveau que les films que j'ai cités précédemment. En tout cas, la liste des Oscars est d'ailleurs plus intéressante que la liste des Césars cette année, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Pour le coup, parfois on a des fulgurances en France, mais ça reste comme une liste sympathique. Alors j'ai pas encore tout vu, je suis content aussi pour par exemple l'histoire de Suleiman et Miséricorde qui sont d'après moi les meilleurs films français l'année dernière, surtout Miséricorde qui était mon film préféré l'année dernière. En fanfare aussi, je le verrai je pense dans quelques semaines quand il sortira sur MyCanal, j'avais pas envie de voir ce genre de film, vous savez moi les comédies dramatiques, un peu sociales, populaires, françaises, c'est pas trop mon truc, mais je suis content parce qu'apparemment les gens ont bien aimé, apparemment le film est bien, mais bon, je l'ai pas vu. Voilà, c'est un peu ce qui m'a marqué dans les nominations au César. On regardera, je pense, la cérémonie en live sur Twitch fin du mois, si je dis pas de bêtises, et sur YouTube, sur la chaîne secondaire. Et j'essaierai de rattraper les films que j'ai pas vus, qui sont bien nommés. Mais encore une fois, dans les nominations, de ce que j'ai vu, il n'y a rien qui m'a paru choquant, il n'y a rien qui m'a paru complètement fou ou déplacé. Donc en soi, mis à part les blockbusters qui sont trop mis en avant d'après moi, c'est des nominations qui semblent correctes de ce que j'ai vu. Tarantino ne travaille pas sur son prochain film, et oui, il a dit qu'il travaille donc sur une pièce de théâtre, et il ne va pas faire son prochain film avant un long moment. Et encore une fois, je vous l'ai dit, vous savez, c'est son dernier film à Tarantino. Il a annulé plusieurs projets d'ailleurs parce qu'il veut garder ce dernier film comme son chef-d'œuvre ultime. J'en parlerai bientôt, je pense, dans une vidéo parce que je voulais la faire depuis un moment, mais là, faut que je la fasse. Je suis pas du tout d'accord avec Tarantino sur ce qu'il fait là. Je trouve que c'est assez débile, mais j'en parlerai plus en détail bientôt. Je vais essayer de faire ce genre de vidéo assez rapidement. Je pense que je vais devoir abandonner quelques grosses vidéos que j'avais prévues pour sortir ces vidéos-là parce que de toute façon, j'aurai pas le temps de faire les grosses vidéos. On verra bien, je vous tiens au courant, mais dès la mi-février, je pense que j'aurai plus de vidéos comme ça qui vont revenir. Jake Gyllenhaal va officiellement jouer pour Shyamalan et je suis
content parce que Jake Gyllenhaal de Shyamalan, ça peut être à la fois très drôle ou très marquant et ça sera donc un thriller romantique et je pense que ça peut carrément le faire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi je suis un défenseur de Shyamalan sur tout ce qu'il fait récemment. Ash avec Eiza Gonzalez et Aaron Paul a montré sa première bande-annonce. C'est un film qui sort normalement en VOD et dans quelques cinémas. Alors aux États-Unis, chez nous on n'a pas de date pour l'instant, mais le 21 mars. Et c'est à l'air d'être un film de science-fiction assez cheap avec quelques effets spéciaux un peu over the top, si on peut appeler ça comme ça. Regardez la bande-annonce, honnêtement ça me donne vite fait envie parce que peut-être il peut y avoir des trucs un peu intéressants en termes de créatures, de concepts de SF, mais globalement ça fait un peu cheap et ça donne pas spécialement envie. Simu Liu travaille sur une adaptation de Sleeping Dogs apparemment depuis quelques mois déjà et encore une fois, moi j'ai pas fait Sleeping Dogs, enfin j'ai jamais fini, j'ai joué un petit peu à une époque. Je sais que c'est un jeu qui est beaucoup aimé, qui est respecté, plein de gens veulent une suite, mais encore une fois ce genre de jeu, j'arrive pas à comprendre l'intérêt de faire une adaptation. Est-ce que Sleeping Dogs c'est pas déjà genre tous les films de Kung Fu qu'on a déjà vu à Hong Kong, mais en mode jeu vidéo? Tu vois, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Sleeping Dogs c'est une adaptation de tous ces films-là. C'est comme faire une adaptation de Red Dead. Je veux bien que Red Dead soit génial et tout, mais il y a un moment, c'est un western. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Encore des univers qui rapportent des trucs un peu nouveaux, différents, je veux bien. Mais là, est-ce que ça m'attire? Pas spécialement. Alors peut-être ceux qui ont fait le jeu vont me dire que l'histoire est incroyable, ça va être génial et tout. Ok, peut-être. Mais le but d'adapter des jeux vidéo, c'est de prendre le concept qui est intéressant, l'histoire et tout, plutôt que juste un truc qui est déjà très ressemblant à un film. Après, j'en sais rien, j'ai pas fait le jeu encore une fois, ceux qui ont fait le jeu pourront me dire, j'attends votre avis sur ça. Si on parle de jeu, c'est Beyond Two Souls qui aura droit à une adaptation série télé pour le coup. Là, je sais qu'il y a un concept intéressant. J'ai pas non plus fait le jeu, mais je sais qu'il y a un truc qui se fait pas forcément toujours au cinéma. C'est Elliot Page qui va être donc producteur de la série. Pourquoi pas? Ça peut le faire, ça peut être intéressant. Et si on parle d'Elliot Page, il a rejoint le casting du prochain film de Nolan, l'Odyssée, avec plein d'autres acteurs. Donc premièrement, je suis Elliot Page, je suis content parce qu'en ce moment aux États-Unis, vous le savez, les trans souffrent beaucoup. Ce que Trump est en train de faire est assez catastrophique pour eux, donc on les soutient évidemment toujours. Et le fait qu'Elliot Page soit dans un gros film comme ça, qui sera l'un des plus grands succès l'année prochaine, pour moi c'est une très bonne chose et ça montre que Nolan, c'est un mec bien et ça fait plaisir. Merci Nolan pour le coup. Mais il y a aussi Benny Safdie qui retourne jouer pour Nolan évidemment, John Leguizamo aussi qui rejoint le casting et Himesh Patel aussi qui l'a rejoint, donc je pense que ça peut être très intéressant. Le casting grandit de jour en jour, c'est normal, le tournage commence. Si on parle de casting, c'est Matthew Lillard qui a rejoint le casting de Scream 7. Alors ils sont complètement désespérés pour rajouter Matthew dans Scream 7. Si vous avez vu la saga Scream, vous savez à quel point c'est désespéré comme move. Ça va être un film de désespoir vu la polémique. On verra ce que ça va donner encore une fois, mais vu le casting, tout le monde est de retour, même des gens qui devraient pas être de retour, ça donne pas forcément confiance au projet. Et si on parle de film d'horreur, c'est Terrifier 4 qui est officiellement en train d'être écrit et c'est prévu depuis un moment. Ils voulaient s'arrêter avec le 4e, on verra s'ils vont s'arrêter, mais je pense que c'est l'objectif qui parle d'ailleurs des origines du personnage et ils vont normalement s'arrêter là, à voir, mais c'est bien que la saga se conclue et que les gens fassent autre chose par la suite. Toujours dans les films d'horreur, c'est Insidious 6, j'ai pas du tout suivi la saga honnêtement, mais a été décalé d'un an. Il est sorti en août 2025, mais il sortira en août 2026, donc pour les fans d'Insidious, désolé, j'imagine. Coralie Farja a annoncé qu'elle avait refusé de réaliser Black Widow et s'est plutôt occupée de Substance. Et c'est un bon choix, c'est un choix qui a payé parce que Black Widow est complètement tombé dans l'oubli et de Substance va marquer, je pense, plusieurs personnes durant plusieurs années. En plus, c'est aux Oscars, donc félicitations à elle. Ça lui a apporté 3 nominations aux Oscars. Donc c'était un bon choix à faire, bravo. Parfois, il faut suivre la voie du petit film indépendant, entre guillemets, plutôt que la voie du cash et du blockbuster. Et ça a bien payé pour elle. C'est pas toujours le cas, mais ça a bien payé et tant mieux pour elle. Le prochain film d'Aronofsky avec Austin Butler sortira en août, en tout cas aux États-Unis de cette année. Moi, j'aime bien Aronofsky, j'aime bien Austin Butler. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Un autre film qui sort en août, c'est The Toxic Avenger. Rien à voir avec Marvel. C'est un film qui a été tourné il y a des années déjà, qui devait sortir depuis super longtemps en VOD au cinéma, VOD cinéma. Mais là, c'est bon, ça sort au cinéma, en tout cas aux États-Unis. En août, apparemment, le film est pas mal, de très bonnes critiques, donc on verra bien. Et pour ceux qui se posent des questions, ce week-end, c'est le Super Bowl et il y aura beaucoup de bandes annonces de films, que ce soit Jurassic World, que ce soit 4 Fantastiques normalement, ou peut-être 4 Fantastiques le lendemain, on verra bien. Mais j'en parlerai évidemment sur la chaîne. Je sais pas s'il y aura des vidéos dédiées parce que la semaine prochaine est assez chargée en termes de vidéos, mais je parlerai de ces bandes annonces quoi qu'il arrive. C'est là qu'on arrive à la grosse actualité de la semaine avec Carla Sofia Gascon, donc l'actrice principale d'Emilia Pérez, qui est nommée à l'Oscar, nommée au César, nommée à plein de récompenses un peu partout. Une actrice trans qui donc a percé l'écran dans Emilia Pérez, qui est un film aussi nommé à 13 Oscars, pour le coup, ne l'oubliez pas, c'est le film le plus nommé de cette année aux Oscars. Si vous voulez mon avis sur ça, j'en ai parlé la semaine dernière. Mais pourquoi elle est dans une polémique incroyable? Eh bien parce qu'elle a fait son coming out raciste, sans forcément le vouloir, mais des gens sont allés déterrer ses tweets d'il y a quelques années, entre 2019 et 2024. Encore une fois, je vais pas mettre tous les screens possibles, vous pouvez trouver tous les screens en détail sur les réseaux et sur internet, mais grosso modo, elle a été raciste envers quasiment tout le monde. Pour faire simple, elle a dit qu'il y avait trop de représentation des Asiatiques et des Noirs aux récompenses, et lorsqu'il y avait un festival de récompenses et qu'une personne noire et coréenne ait gagné, elle a appelé ça le Afro-Korean Festival,
en disant qu'il y en a trop, ce qui est bizarre venant de quelqu'un qui sort d'un film qui parle de minorité et surtout en étant trans, mais ok. Elle est raciste envers les Indiens, ou xénophobe si vous préférez, et elle déteste les immigrés. Elle a fait beaucoup de tweets sur les immigrés. Elle a défendu Hitler sarcastiquement. Bon, sarcastiquement, on sait pas. Le truc, c'est que quand tu fais plein de tweets racistes, quand tu défends Hitler sarcastiquement ou pas, on peut carrément penser que t'es pas sarcastique. Encore si quelqu'un qui a jamais été problématique défend Hitler sarcastiquement, là on peut, tu sais, un peu rigoler et comprendre. Mais là, vu tous les tweets racistes qu'elle a fait, vu toutes les conneries qu'elle a dites, défendre Hitler, c'est un peu chaud. Elle a fait des tweets sur George Floyd et de manière générale les Noirs. Elle a body shame Adele. Elle a été islamophobe durant plein de tweets pour le coup. Elle est anti-vax et d'ailleurs a même critiqué une femme qui est décédée des complications du Covid-19. Elle est homophobe, ce qui est genre honteux vu que t'es trans. Elle a été raciste envers le groupe BTS et apparemment tout ça a commencé parce qu'en gros, elle voulait que elle et Fernanda Torres, qui est aussi nommée à l'Oscar, s'entraident. Vous savez, normalement il faut faire compagne, il faut s'entraider. Mais apparemment, l'équipe de Fernanda Torres n'a pas accepté et elle non plus. Et elle, ce qu'elle a dit, donc Carla Sofia Gascon, est que du coup l'équipe de Fernanda Torres essaie de l'humilier, essaie de la faire tomber. Et évidemment, l'équipe n'a rien fait. Donc en mode théorie du complot conspiration, Fernanda Torres, qui visiblement n'a rien fait, essaie de faire tomber donc Carla Sofia Gascon, ce qui n'est pas vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du coup, il y a beaucoup de Brésiliens qui soutiennent Fernanda Torres, parce qu'elle est brésilienne, sont allés déterrer les tweets de Carla Sofia Gascon, et du coup, c'est elle qui s'est fait tomber toute seule, avec ses propres paroles. Ensuite, elle s'est excusée en ligne en disant que c'est des propos qu'elle a eu il y a 10-20 ans. Les propos datent de 2024 pour certains, et ça a commencé en 2019. Ensuite, elle est passée à la télé sans que Netflix soit au courant. Netflix, c'est ceux qui font campagne aux États-Unis, hein, c'est le distributeur américain. Sans que l'équipe d'Emilia Pérez soit au courant, elle est passée à la télé, interview d'1 heure pour dire qu'elle n'est pas raciste en faisant des remarques racistes. Elle a désactivé ses réseaux, tout le monde a arrêté de la suivre sur les réseaux, que ce soit Instagram ou même l'Académie des Oscars et plein d'autres personnes. Elle a fait que mentir durant son interview, elle a dit que les remarques étaient fausses alors que c'est ses propres tweets et elle refuse de renoncer à l'Oscar. Et la question que les gens vont se poser, est-ce qu'il faut séparer l'homme et l'artiste? Moi je pense que pour une récompense, non. C'est bon, les Oscars, si vous donnez ça à quelqu'un de raciste, c'est un message fort, envoyé et politique, surtout dans l'ère de Trump, mais dans un monde qui est de plus en plus raciste, qui tend de plus en plus vers le fascisme, donner l'Oscar à quelqu'un comme ça est très mauvais signe. Je pense pas qu'il faut retirer la nomination. S'ils le font, ça me dérange pas, mais c'est bon, elle a été nommée, ce qui est fait est fait. Maintenant, est-ce qu'ils vont la faire gagner? Je pense que s'ils la font gagner, ça serait honteux. Alors attention, c'est quand même pas la favorite dans la catégorie. Mais s'ils la font gagner, ça serait honteux d'après moi. Vous allez dire non, mais il faut se concentrer sur l'art et tout. Non, les récompenses sont un mélange d'art et de politique, ça l'a toujours été. Et vous êtes dans le déni et des enfants si vous pensez que l'art n'a rien à voir avec la politique et que la politique n'a rien à voir avec l'art. Quand vous donnez une récompense sur un plateau international à une cérémonie extrêmement regardée à quelqu'un qui est raciste, c'est un message politique fort. Donc, il ne faut pas séparer l'homme et l'artiste, ou dans ce cas-là, la femme, et il faut évidemment qu'il ne gagne pas. Peu importe sa performance dans Emilia Pérez, je trouve qu'elle est très bien d'ailleurs dans le rôle, mais c'est fini. Et tant mieux. Après, vous allez me dire, l'Académie des Oscars a déjà récompensé des racistes, des pédophiles, des violeurs, mais justement, on veut que les choses changent. D'ailleurs, les Césars ont arrêté de nommer des gens qui sont condamnés ou poursuivis pour des choses comme ça, genre des agressions sexuelles et des viols, ce qui est une bonne chose. Et là, vu le racisme, elle ne devrait pas gagner. Les gens qui vont dire qu'il faut juste se concentrer sur la performance au cinéma, vous êtes des enfants. Sans être méchant, hein. Vous êtes dans le déni, quoi. Tu peux pas te concentrer uniquement sur la performance de quelqu'un si la personne en question a fait des choses racistes. Tu vas pas la récompenser devant le monde entier. Ah tiens, bravo pour ton rôle, on va essayer d'oublier ce que tu as dit de raciste. Non, tu vois, ça marche pas. Quand tu donnes une récompense sur un plateau international ou même national à quelqu'un qui a dit des choses aussi horribles qu'elle, on ne sépare pas. Et tous les gens qui veulent que vous sépariez, je suis désolé, sont immatures et inconscients de ce qui se passe. On ne donne pas des récompenses comme ça. Peut-être à une époque je pensais différemment, je m'en rappelle même plus honnêtement. Mais maintenant, je suis bien strict sur ça. On ne récompense pas des gens qui sont à ce point racistes, homophobes, xénophobes, islamophobes. C'est quoi ce bordel? Tout ce qu'elle a dit est fou. Et ça me fait de la peine pour plusieurs choses. Zoé Saldana qui gagne plein de récompenses à plein de cérémonies entre temps, qui malheureusement n'a rien fait. Elle est d'ailleurs géniale, je trouve, dans le rôle. Et elle mérite de gagner l'Oscar d'après moi. Zoé Saldana, c'est peut-être le seul Oscar qui serait mérité pour Emilia Pérez. Et chanson d'ailleurs, j'en avais parlé la semaine dernière. Et ça me fait de la peine pour les trans en fait, parce que pour une fois qu'une représentation trans aux Oscars, c'est la première femme trans nommée de l'histoire des Oscars, c'est une grosse raciste. Vous vous rendez compte de ça? C'est grave dommage. Donc aucune peine pour elle. Elle fait que creuser sa tombe. Juste un peu malheureux pour les gens qui ont travaillé sur Emilia Pérez, même si je soutiens pas le film en soi, parce que l'image du film et des gens qui ont travaillé dessus se fait dégrader à cause d'une grosse raciste. Et ici, on ne soutiendra jamais les racistes. Un point box-office rapidement avec Baby Girl, qui a plus ou moins cartonné, mine de rien, 50 millions au box-office international pour ce genre de film. C'était assez inattendu et plutôt bien. J'en parlerai dans ma vidéo bilan cette semaine du film. Et Compagnon aussi, dont j'ai fait une critique pour le coup, qui a dépassé les 15 millions sur un budget de 10 millions. Un beau petit succès pour l'instant. Ça va sûrement augmenter jusqu'à la Saint-Valentin, voire au-delà, parce que c'est un peu un film de Saint-Valentin. Donc je suis assez content aussi, même si le film n'est pas incroyable d'après moi. Amazon Prime a dit que MrBeast, ou en tout cas la série MrBeast, était le deuxième plus grand succès de 2024. Le premier étant Fallout hein, pour le coup. Et que toutes les plateformes de streaming
streaming vont se concentrer maintenant beaucoup plus sur des émissions d'influenceurs. Moi, je trouve que c'est une débilité profonde, mais bon, voilà, c'est ce qui marche apparemment, c'est ce qui fonctionne. Ils veulent concurrencer YouTube, en fait. C'est un peu triste, mais c'est comme ça, visiblement. Quelques news Disney avec l'acteur de la nouvelle série Spider-Man. Vous savez, la série d'animation qui a d'ailleurs été renouvelée pour une deuxième et troisième saison alors qu'elle vient de sortir, mais pourquoi pas. Je le regarderai pas, ça a l'air dégueulasse, mais l'acteur, Hudson Thomas, a dit qu'il a uniquement accepté le rôle de Spider-Man parce que Spider-Man ne serait pas woke. On en est où là? Les gens qui utilisent ce terme, premier degré, je vous jure, sont des crétins. Spider-Man woke? Mais t'as déjà lu un comics? T'as déjà vu Spider-Man? Spider-Man, c'est l'icône même du wokisme, entre guillemets. C'est l'icône même du respect, de l'inclusivité, du fait qu'il va aider tout le monde, il va sauver tout le monde. Même les méchants, il les sauve, Spider-Man, bordel. Spider-Man, c'est une âme pure. Il est ultra woke en soi, Spider-Man. Mais vous êtes tellement gangréné par ce terme et vous devenez fou. Moi, je pète un câble aussi, je l'entends tout le temps, ce terme. Comment ça, pas woke? Ça me fait penser à cette image. Vous savez, quand t'étais petit, t'entendais Spider-Man dire « Ouais, il faut aider les minorités », t'étais content. Et maintenant, oh, Spider-Man est woke. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Spider-Man a toujours été woke. C'est pas possible, bordel. Ensuite, Anthony Mackie a pris une petite sauce, mine de rien, parce qu'il faisait la promo de Captain America, du coup le nouveau qui sort la semaine prochaine, on en parlera évidemment en critique. Il a pris une sauce parce que grosso modo, il a dit que Captain America ne représentait pas vraiment l'Amérique. Il représentait la dignité, l'honneur et toutes ces qualités positives d'être humain. Et du coup, les gens étaient en mode qu'est-ce que tu racontes, Captain America c'est l'Amérique. En fait, il a raison. Captain America ne représente pas l'Amérique. Captain America représente l'Amérique comme elle devrait être. D'ailleurs, Anthony Mackie, il s'est rattrapé par la suite en disant qu'il ne faudrait pas politiser le film. On parle quand même d'un film où Anthony Mackie tabasse le président. Enfin bref, on verra ça dans le film. Mais bon, comment ne pas politiser? Mais c'est normal. Il a pas envie que les gens conservateurs qui ont voté républicain n'aillent pas voir le film. Donc il dit ça pour ça, mais c'est normal. D'ailleurs, je dirais pas que Marvel a toujours été ultra libéral, mais quand vous regardez Captain America, dans tous les films Captain America, même le premier, il s'oppose un peu au gouvernement. Surtout le premier un peu. Mais les autres, le 2, 3, il s'oppose au gouvernement. Captain America, dans les films Marvel, il fait que s'opposer au gouvernement. Donc en fait, Captain America a toujours été un symbole de ce que l'Amérique aurait dû être depuis le début et qu'elle n'a jamais été. Normalement, l'Amérique, après la Seconde Guerre mondiale, aurait dû être un havre de paix, aurait dû être parfaite, intègre, tout ce qui va comme qualité positive. Et Captain America, c'est ça. C'est l'homme parfait moralement. Donc non, il représente pas l'Amérique. Il représente l'Amérique qu'on aimerait voir, pas celle qui existe. Et c'est ça que même Marvel a raconté dans tous ses films. Il a dû se justifier, Anthony Mackie, il a dû s'excuser, mais il a 100% raison. Et il a aucune raison d'être dans la sauce pour ça. Il a 100% raison. Si on parle de personnes dans la sauce, c'est Canal+ qui est énervé par rapport à Disney, et je peux comprendre Canal. Pourquoi? Parce que Disney+, ou en tout cas Disney de manière générale, vient d'avoir une réduction de la fenêtre de chronologie des médias. Vous savez, pour Disney, ils devaient attendre 17 mois pour sortir leur film sur les plateformes. Maintenant, ils vont attendre 9 mois. Pourquoi 9 mois? C'est qu'ils ont décidé de mettre 25% de leur chiffre d'affaires en France dans la production audiovisuelle française et européenne, comme le fait Canal, et comme refusent de le faire les autres plateformes de streaming. Mais là, ils ont mis 25%, ce qui est équivalent de 35 millions. Ils vont sortir du coup 9 mois versus les 6 mois de Canal. Et rappelez-vous, Disney ont refusé de donner à Canal les œuvres Disney. Donc maintenant, ça sera que sur Disney. Donc Disney vient de faire la compétition. Ils viennent faire la compétition sur tout le terrain de Canal. Comme Bref, saison 2 qui a été annoncée pour dans 2 semaines. Non, même pas la semaine prochaine, pardon. Le 14. Bref, saison 2, c'est sur Disney+. C'est le terrain de Canal à la base. Et Canal sont énervés. Pourquoi? Parce que eux mettent 220 millions dans le cinéma français. Sur la même période que Disney+. Donc forcément, ils sont énervés. Alors en termes de pourcentage, c'est sûrement similaire. Mais Disney, c'est une boîte internationale. Certes, le CA en France de Disney est peut-être plus bas que celui de Canal, j'en sais rien. Mais globalement, c'est pas une raison. Ils ont raison d'être énervés. Pourquoi toi, tu donnerais 35 millions et t'aurais 9 mois? L'autre donne 220 millions et à 6 mois, il y a un moment stop. Si on veut un peu de justesse dans ce truc, c'est pas que en pourcentage face à la boîte française, certes aussi l'international un petit peu, versus la boîte internationale. C'est pas possible. Il faut clairement soutenir Canal sur ce point-là, même si j'aime pas forcément tout ce que fait Canal et les dirigeants et des choses comme ça, mais c'est juste injuste. Je veux bien la compétition à Canal, mais il faut qu'elle se fasse avec un peu de justice. Si Disney+ veut concurrencer Canal, qu'il fasse avec les moyens du bord, pas avec les moyens du gros conglomérat qu'est Disney. Parce que sinon, Canal va se faire bouffer. Et encore une fois, moi je suis pour la compétitivité et tout, hein. Mais il faut juste un équilibre. Pour nous, les spectateurs, c'est bonus. Jusqu'au moment où Canal disparaisse et menace de supprimer le financement français. Parce que Canal sont en train de menacer. Ils se disent, c'est pas possible. On va pas donner 220 millions pour juste avoir 3 mois d'avance sur Disney+. On va pas donner 8 fois plus d'argent qu'eux. C'est pas normal. Et ils ont raison de dire que c'est pas normal. On verra comment ça va continuer, mais c'est assez grave. Même si nous, on aura un avantage en tant que spectateur temporaire au début, sur le long terme, nous aussi, on va se faire prendre. Voilà, pour rester poli. Plein de gens de chez Pixar disent que pas beaucoup de personnes parlent de Soul pour la simple et bonne raison que le film est sorti à la maison et pas au cinéma. Et ils ont raison. Un film qui sort au cinéma, les gens se déplacent pour le voir, les gens vont se rappeler bien plus qu'un film qu'ils ont regardé sur Disney+ en faisant autre chose. C'est une évidence. Et Soul, c'est mortel, donc c'est triste. C'est l'un des meilleurs Pixar, si c'est pas le meilleur. Et pour ceux qui se demandent, Eragon est toujours prévu. La série va bel et bien sortir sur Disney+. On sait pas quand, mais c'est encore d'actualité. Quelques dates de sortie concernant Netflix, il y en a plein. Il y a How to Sell Drugs Online Fast qui a été de nouveau renouvelé, au final, pour une 4e saison qui sortira le 8 avril. Donc pour ceux qui ont aimé la série comme moi, pourquoi
pourquoi pas. Sandman saison 2 sera la dernière, la série a été annulée et je sais pas pourquoi ils annulent avant même la sortie de la série. Parce que s'ils annulent une série comme ça avant qu'elle sorte, ça donne pas envie de la regarder. Déjà, ça fait des années qu'on attend la saison 2. En plus de ça, c'est à cause sûrement de Neil Gaiman et des audiences assez mauvaises de la première saison et du coup, ils doivent pas du tout être confiants dans la saison 2. Ils ont annulé. Du coup, t'annules une série qui est pas encore sortie, personne va la regarder. Ils ont déjà abandonné l'idée de faire du marketing, de promouvoir la série, quoi. Parce qu'ils savent que ça va ramener personne sur la plateforme. C'est triste parce qu'en vrai, Sandman, il y avait du potentiel. Vous le savez tous, mais Squid Game saison 3 et saison finale, du coup, sortir le 27 juin. Ça peut être intéressant pour le coup. Wake Up Dead Man, le nouveau film Knives Out, sortira à l'automne. Pas de date de sortie précise. Pareil pour Havok, le film sortira cette fois-ci sans date de sortie précise au printemps. Un film qu'on attend depuis des années aussi. Devil May Cry a été confirmé pour le 3 avril. C'est la série animée adaptée du jeu vidéo. The Old Guard 2, qui était nul d'ailleurs le premier, franchement, sortira le 2 juillet. Et Stranger Things apparemment sera l'une des plus grandes séries de tous les temps avec chaque épisode étant un blockbuster. Écoutez, je comprends que c'est la série ultime de Netflix et qu'ils vont mettre un paquet colossal d'argent dedans, mais je pense que beaucoup de personnes s'en fichent un petit peu de ça. Ça fait plaisir hein, les blockbusters, il n'y a aucun problème, mais je pense que les gens aimeraient retrouver des séries de temps en temps, une saison par an, de 8 épisodes, sans toujours demander un budget colossal. Mais bon, au moins on va profiter de ce poulet en cette fin d'année, ou cet été, on sait pas, ça va être bien. On a la liste des réalisateurs de The Last of Us saison 2 et c'est Mark Mylod qui réalise le deuxième épisode, ce qui m'indique moi que le deuxième épisode sera le fameux épisode, vous savez duquel je parle, parce que Mark Mylod en général il fait les gros épisodes des grosses séries HBO. Je pense que le premier épisode va vraiment attirer les gens et je pense que l'épisode 2 va nous mettre, je sais pas, un énorme club de golf dans la gueule. J'ai hâte de voir ce que ça va donner évidemment en avril. Pour ceux qui se posent des questions concernant les Grammys, il faut savoir que Dune a gagné la meilleure bande originale de cinéma de l'année dernière avec Hans Zimmer qui a gagné pour la 5e fois de sa carrière un Grammy. Et bonus pour ceux qui se demandent, c'est Bradley Cooper qui en a gagné un aussi, son 3e de sa carrière pour le film Maestro. En termes de jeux vidéo, vous savez, il y avait un mode Bloodborne 60 FPS qui était sorti sur PC avec une version émulée du coup du jeu et Sony a envoyé donc une lettre au créateur en le menaçant de poursuites légales. Alors il n'a rien fait d'illégal hein, pour le coup cet homme-là, mais il n'a pas le droit de partager un lien vers le mode, lui personnellement. Les autres ont le droit de le faire, hein, mais lui non. Est-ce que ça veut dire que Sony sont juste énervés par rapport à ça ou est-ce qu'ils préparent vraiment quelque chose pour les 10 ans de Bloodborne qui arrivent en mars? On verra bien. Apparemment il y aura un State of Play qui va être annoncé dans quelques jours. Moi je veux Bloodborne pour le coup. Quoi qu'il arrive, je veux Bloodborne. Sortez une version 60 FPS pour les 10 ans du jeu. On verra ce que ça va donner. Si on parle de jeux PS5, c'est Forza Horizon qui sortira sur PC cet été. Moi je suis pas très jeu de voiture, mais je sais qu'il y en a plein qui adorent et je suis content que plein de gens découvrent tous les jeux vidéo, peu importe leur console. Pour moi, l'avenir du jeu vidéo, c'est ça. Tout le monde joue à tous les jeux, peu importe la console, et que les gens fassent la compétition sur le matériel, sur l'OS, sur les contrôles, sur l'accessibilité, des choses comme ça. Des sorties temporaires me dérangent pas, en soi de quelques mois, quelques années, mais ça serait bien que tout le monde ait accès à tous les jeux à partir d'un moment. En tout cas, voilà, quelqu'un a fait la blague en disant que ce sera pour la première fois que Sony aura le droit à un bon jeu Horizon sur PS5, et ça m'a fait rire. Triste côté BioWare, parce qu'il y a moins de 100 personnes qui bossent chez BioWare. Beaucoup ont été licenciés suite à l'échec au final de Dragon Age Veilguard, et pas beaucoup de personnes travaillent sur Mass Effect 5, qui est un peu le dernier espoir de la boîte. Si Mass Effect 5 flop, c'est fini pour BioWare, ce qui est triste, hein, parce que BioWare, c'est une boîte légendaire hein, de la fin des années 90. Au milieu des années 2010, c'était l'une des plus grosses boîtes de RPG du monde, et l'une des plus intéressantes et importantes, et bref, c'est BioWare, quoi. Là, c'est un peu la fin, pour le coup. Mass Effect 5, personne n'y croit. Ils ont ramené des vétérans à l'époque sur le projet pour réconforter un peu le monde, mais on est en pré-prod, visiblement. Ils sont pas tous à fond sur le projet pour l'instant, donc ça sera pas avant quelques années. Triste, parce que moi, j'adore Mass Effect, j'adore BioWare, mais bon, voir cette boîte couler est déprimant. À voir ce que ça va donner à l'avenir. Et Indiana Jones a été joué par 4 millions de personnes. On sait pas si c'est beaucoup au final. Pourquoi? Parce qu'avant, on parlait de vente. On se disait 4 millions de personnes en vente, ça peut être pas mal. Maintenant, on parle de vente plus Xbox Game Pass et ça change complètement tout en réalité. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. 4 millions de joueurs, ça veut dire qu'il y a 4 millions de joueurs qui ont lancé le jeu, au moins. Donc, bref, on sait pas si c'est bien ou pas. Et le mode du streaming va clairement changer le monde du jeu vidéo pour toujours. Et pour les sorties de la semaine, sur Netflix, vous avez la série Apple Cider Vinegar qui a l'air pas mal. Pour le coup, je pense pas que j'en parlerai, j'aurai pas le temps de la regarder. Mais pour ceux que ça intéresse, why not? Sur Amazon, il y a Invincible saison 3 qui sort aussi. Ça, je regarderai. En termes de jeux vidéo, vous avez Kingdom Come Deliverance qui sort normalement demain. Il y aura les critiques dès ce soir, ce qui fait plaisir. J'espère que le jeu sera bien. J'aurai pas le temps d'y jouer, mais pour les fans, j'espère qu'il sera bien. En termes de cinéma, vous avez God Save the Tuche, je n'en regarderai pas, pour le coup, désolé. Mais j'essaierai d'aller voir Présence, par exemple, cette semaine. J'essaierai d'aller voir le 5 septembre, Maria et Paddington au Pérou, parce que ouais, ça fait partie des sorties. Grosse sortie cinéma, mine de rien. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en canton épinglé afin de bénéficier de bien plus d'œuvres, celles que vous voulez, en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif comme des formats courts ou même des lives. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.